كبير كان يحكم في فرنسا. السيد سميوه فيرسينيتوريكس، هو جد نتاع فرنساويين. عسكري كبير فيرسينيتوريكس. يلا بزود في هاد الساعة نروحوا أليس سانترين. Peu d'endroits en France sont aussi riches sur un seul événement que le plateau du Mont Auxois sur lequel nous sommes. Le Mont Auxois, c'est le site de l'antique Alésia. C'est à Napoléon III que nous devons la découverte du site. Napoléon III voulait écrire une vie de Jules César. Et les érudits qui travaillaient avec lui, en lisant le texte de Jules César et en étudiant les paysages de Bourgogne, ont très précisément reconnu Alésia sur ce Mont Auxois. Le paradoxe, c'est cette étonnante statue de Vercingétorix. Cette statue de 7 mètres de hauteur, qui atteint une quinzaine de mètres avec son socle, avait été commandée à Aimé Millet. Et Aimé Millet, s'étant appuyé sur ce que l'on croyait être l'équipement du soldat gaulois, et précisément sur ces armes de bronze qui avaient été retrouvées dans la vallée, nous a donné un exemple tout à fait étonnant de cette vision tout à fait romantique du guerrier gaulois avec une cape à la d'Artagnan, un équipement de l'âge du bronze, c'est-à-dire vieux de plusieurs siècles, et puis des costumes de guerriers francs. Donc il est entre l'homme préhistorique, un tout petit peu gaulois, énormément franc, et puis détail extrêmement pittoresque, le visage de Vercingétorix, c'est celui de Napoléon III, avec des moustaches un peu plus tombantes. Si finalement l'on regarde cette statue comme un état naissant de l'archéologie, cet aspect hésitant, ce mélange d'époques, cette absence d'unité dans une reconstitution, on peut dire avec un peu plus de confiance que grâce à ce qu'on appelle maintenant l'archéométrie, c'est-à-dire le recours aux méthodes physiques rigoureuses pour confirmer la recherche archéologique, on ne commettrait plus de telles erreurs. L'archéologie n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Elle est aujourd'hui entourée d'un large faisceau d'analyses et de spécialités aux noms barbares. Malacologie, anthracologie, micromorphologie, ichtyologie et autres. Ces sciences, regroupées sous le vocable d'archéométrie, constituent un laboratoire sans précédent pour la reconstitution d'un passé par nature hypothétique. Les erreurs d'interprétation n'ont pas été dissipées pour autant d'un coup de baguette magique. Les pièges demeurent, mais l'arsenal des méthodes employées offre aux chercheurs des armes efficaces pour les déjouer. Les découvertes ressemblent souvent à des enquêtes policières serrées. Et le recours à l'avis du spécialiste, ici un céramologue, ne va pas nécessairement dans le sens des hypothèses archéologiques. Alors, qu'est-ce qu'une sigillée ? Alors une sigillée, disons, c'est une céramique qui apparaît en Italie vers, on peut dire, le milieu du 1er siècle avant notre ère, et qui se caractérise essentiellement par le fait qu'elle possède un revêtement rouge. En 1970 ou environ, rencontrant des sigillés moulés à Saint-Épérigueux qui ont des motifs un peu originaux, j'ai mis l'idée qu'il peut s'agir de production d'un nouvel atelier. Le laboratoire auquel Jean-Louis Tillard confie ses échantillons pour analyse se trompe et affirme que les modèles sont connus. L'affaire aurait pu en rester là si, en 1980, François Moser n'avait découvert à Brive des vases identiques surcuits accompagnés de moules de fabrication. Tout laisse alors à penser qu'il s'agit de déchets d'un atelier de fabrication original situé à Brive. 1984, Jean-Louis Tillard et moi-même demandons la vérification par l'archéométrie à M. Picon, qui semble conclure que cet atelier était bien original, mais n'était pas à Brive.
C'est parce qu'il existe des habitudes techniques et que dans le cas de Brive, ces habitudes techniques manifestement ne semblaient pas respectées, qu'au départ, au laboratoire, on a eu le sentiment qu'il devait y avoir quelque chose et que ça n'était pas de Brive. Mais alors, d'où viennent ces sigillés inconnus? 1988, on découvre enfin la localisation de cet atelier à Espalion dans l'Aveyron. Que s'est-il donc passé à Brive? Les sigillés trouvés à Brive n'ont pas été produits à Brive, mais ont été entreposés par un marchand, et puis son entrepôt a brûlé, ce qui nous vaut ces centaines de tessons pensés être des rebuts de cuisson, et en fait qui sont tout simplement des déchets d'incendie. Disons que c'est un bel exemple de traquenard archéologique, ça sans aucun doute. Mais enfin, bon, il y a d'autres cas du même genre. Enfin, celui-ci, je dois dire qu'en Gaule, c'est un des plus jolis que j'ai vus. Malgré tout, tout était bien arrangé pour qu'il y ait erreur sur la localisation. La reconstitution du puzzle n'est pas chose facile. Mais les techniques utilisées permettent d'obtenir des résultats surprenants. Le Potosi, c'est une montagne d'argent, presque pure, enfin j'exagère, mais à peine, que les Espagnols ont mis en Perse, au Pérou, au XVIe siècle, et qui a été vraiment un moteur de l'expansion économique européenne de la Renaissance. Alors, on a donc beaucoup de monnaies d'argent de cette époque en Europe, après 1570, qui contiennent l'argent du Potosi. Encore fallait-il le prouver. Et grâce aux méthodes de M. Barandon, permettant d'isoler l'indium, nous avons pu retrouver dans nos monnaies européennes de l'époque la trace de l'argent du Potosi. L'analyse nucléaire effectuée au cyclotron d'Orléans détecte une trace d'1 centigramme d'indium dans une tonne d'argent du Pérou. C'est ce centième de gramme qui expliquera l'arrivée massive d'argent en Europe au XVIe siècle et les bouleversements économiques qui en découleront. Notre philosophie au laboratoire, c'est toujours de faire des expériences et des recherches en commun. On nous pose des problèmes historiques et on utilise la meilleure technique pour permettre de résoudre le problème. La méthode a deux particularités. Premièrement, elle permet des analyses globales et non destructives des objets archéologiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de prélèvement et on ne détruit pas les objets, ce qui est très important pour les objets prestigieux. Et deuxième avantage de la méthode, elle permet la détermination des éléments traces, c'est-à-dire en très petite quantité dans les objets, et par là même d'étudier des problèmes comme celui des provenances des métaux utilisés pour la frappe des monnaies. Et il nous appartient ensuite de dire, ah ben tiens oui en effet, Henri III jusqu'en 1574 n'avait que des monnaies faites avec l'argent européen. Brusquement, il a eu tout un trésor qui lui est arrivé par des importations d'argent d'Espagne. La monnaie n'a pas une influence simple sur les prix. Par exemple, au moment où l'argent du Potosi arrive en 1575, il aide peut-être à la hausse des prix, parce que c'est une période difficile. En revanche, sous Henri IV, bien qu'il y ait pas mal d'argent, ça devrait faire monter les prix, mais comme l'économie est en pleine prospérité, qu'il y a du blé tant qu'on veut, que la production augmente, les prix baissent. Et la prospérité d'Henri IV, la bonne réputation de ce roi, vient en partie de là.
Le site de Langou-Melran est un village médiéval déserté qui est étudié depuis déjà longtemps. Jusqu'à présent, on s'est surtout intéressé à l'habitat et depuis que la décision de mettre le site en valeur a été prise, un programme de recherche plus large s'est développé. Ce qui semble être entré dans les mœurs archéologiques, c'est le recours systématique aux spécialistes tout au long du parcours. On prospecte avec eux, on fouille avec eux, on analyse avec eux, on expérimente avec eux. On voit pas de différence. Non, non, non. Par contre, on a du plus noir là-haut. Je me demande si on n'a pas un trou de poteau, mais qui serait postérieur à ce moment-là au remplissage. Je sais pas. Il faut que je le coupe en deux pour voir. Mais ça, il y a peut-être une comparaison possible. Ouais, mais là, il faudrait faire une lame mince en fait. Hein. Regardez ça ce microscope. Le grand intérêt donc, de la ferme de Melran, c'est qu'elle offre aux sédimentologues la possibilité d'avoir du matériel, donc de la terre qui vient de sites archéologiques et d'un site expérimental sur lequel on peut vérifier les hypothèses émises lors de la fouille archéologique et des analyses faites en laboratoire. L'objectif de tout ça, c'est d'étudier la terre qui est porteuse de l'activité humaine. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est des semailles en essayant d'enregistrer tous les gestes qu'on fait dans le sol, un sol qui est apparemment peu perturbé depuis très longtemps, pour qu'on puisse savoir comment ce sol évolue. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il fait les trois couches, les appels. Ah oui, il ne fait pas quand même une couche d'abord, puis ensuite il revient. Ouais, mais alors, alors ça veut dire que les couches sont inversées sur le... Voilà. Ces sciences nous sont parfois familières. Prenons l'exemple de la palynologie. Palynologie veut simplement dire science des pollens. Eh bien, c'est grâce aux palynologues qu'ont été réalisées d'importantes découvertes concernant le célèbre rhume des foins. Les pollens et les spores donc, sont produits par les végétaux. Et puis on n'a pas conscience qu'on est environné de milliers, voire de millions de pollens et de spores. Ces pollens finissent par se déposer sur le sol. Alors heureusement, ils ne se conservent pas tous, mais ils arrivent à se conserver dans des milieux particuliers, des milieux pauvres en oxygène, comme par exemple les tourbières, les lacs, etc. Et ensuite, nous, on va dans ces tourbières et ces lacs faire des prélèvements et puis essayer de voir les pollens qui se sont déposés il y a 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, etc. À partir des sédiments qu'on a ramenés donc, de ces sondages, on va d'abord faire un traitement chimique. Je dirais qu'il est très simple. Le pollen est tellement résistant, il a résisté depuis des milliers d'années. On va simplement, par des acides, des bases, etc., on va faire disparaître toute la gangue minérale et la gangue organique qu'il y a dans ce sédiment. À la fin de la manipulation, il va nous rester en fait au fond d'un petit culot, donc pratiquement uniquement des pollens. Donc ces pollens sont passés sous un microscope et à partir de là, on fait des comptages. Et ces comptages, généralement, on monte jusqu'à 400, 500 pollens par niveau. Et une fois qu'on a suffisamment de niveaux analysés dans un site, eh bien, on représente ces résultats sur un diagramme pollinique, donc un palynogramme, comme vous en avez un ici. Quand on travaille avec un archéologue, donc le document essentiel, c'est évidemment le palynogramme, c'est-à-dire je lui amène mes résultats sous forme de diagramme, d'abord parce que c'est beaucoup plus facile à visualiser, et puis ensuite parce que sur ce palynogramme donc, sont représentés les niveaux archéologiques que lui connaît, puis à partir de là, donc, on peut discuter des rapports entre ce qu'a donné la palynologie et puis ce que c'est l'archéologue sur son site et sur son environnement. Tu sais, sur le grand sondage où il pleuvait,
Il y a un tout petit niveau, bon, qui, je sais pas, il correspond au niveau C ou quoi là. Le niveau le plus profond, le niveau archéologique le plus profond. Vu? Oh non, il est antérieur. Il est antérieur. Ah, alors oui. dans ce niveau, il y a des mousses dedans. Il y a des mousses. Alors je suis en train de faire déterminer les mousses. Et comme je suis sur les échantillons, tu sais, actuels que tu as pris, il y a des mousses. Alors on va peut-être pouvoir vérifier si ces pollens de lierre sont piégés dans ces mousses. Comment se construit la relation entre un archéologue et un archéomètre? Là, on débouche sur un problème, je dirais, qui est essentiel, dont on a beaucoup discuté, l'archéologie, l'archéométrie, etc. Je crois qu'on fait tous de l'archéologie, hein, et simplement on a des techniques, des méthodes différentes. Et puis, je crois que l'archéomètre ne peut pas se contenter de fournir à l'archéologue des données. Il doit participer à ça, c'est-à-dire qu'il doit d'abord faire évoluer sa méthode, c'est important. Il ne doit pas se contenter de faire ses petites analyses dans son coin et de donner les résultats, et plus s'intéresser après à ces résultats. Ce n'est pas parce qu'on chiffre qu'on s'appelle archéomètre, les archéologues, les ethnologues chiffrent autant que les archéomètres. C'est que chacun connaisse précisément ce qu'on peut tirer de telle ou telle méthodologie pour mener un travail en commun. Et quand une méthode est déficiente, la remplacer par une autre. On travaille chacun dans notre coin, je dirais, pour ne pas s'influencer mutuellement. Et puis à la fin, on doit arriver à quelque chose qui doit tenir debout, et qui doit tenir debout dans l'ensemble. Et non pas cette méthode-là, moi je suis d'accord, ça tient debout pour moi, mais l'autre méthode, en fait, ça m'intéresse assez peu. C'est pas ça du tout ce qu'on cherche. Il faut que les corrélations soient bien mises en évidence. Il y a des chances que quand 3 méthodes donnent le même résultat, on ne soit pas très éloigné de la réalité. Mais il faut aussi que les contradictions apparaissent, elles sont aussi importantes pour la suite des raisonnements. Ici, vous êtes à l'Institut du Quaternaire de l'Université de Bordeaux 1. Cet institut est original, c'est une formation qui allie à la fois les disciplines de la préhistoire et les disciplines naturalistes, des sciences de la Terre principalement. Nous cherchons à mieux caractériser les comportements de l'homme préhistorique vis-à-vis de ces différents milieux. L'homme est-il venu s'installer plusieurs années dans le même site, et n'est-il venu qu'un été? Est-il venu pendant l'hiver? Est-il allé chercher son silex très loin? A-t-il opéré une sélection dans les populations animales qu'il chassait? A-t-il chassé les jeunes? A-t-il chassé les mâles? A-t-il chassé les femelles, etc. Dans certains laboratoires, on développe à travers plusieurs disciplines des recherches ayant un objet commun. Ici, archéologues et archéomètres travaillent ensemble sur les relations de l'homme et de son milieu dans des temps très reculés. C'est l'éco-archéologie. Je fais de la palynologie expérimentale, archéologique, c'est-à-dire que j'essaye, en travaillant sur l'actuel et sur les plis polyniques actuels, de comprendre si on peut arriver à retracer la végétation réellement présente. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on connaît la végétation, chose qu'on ne connaît pas lorsqu'on travaille sur des périodes historiques ou passées. Donc la méthode est très simple, il suffit simplement d'essayer d'enregistrer toutes les plis polyniques en fonction d'une région qu'on sait délimitée qui fait 100 km sur 100 km, avec Tours au centre. Le but final est d'essayer de reconstituer des cartes de la végétation, comme on en a à l'heure actuelle, mais à des périodes historiques ou même préhistoriques. Époque par époque? Époque par époque, si possible. Jean-Marc Bouvier, parlez-nous un petit peu de vos recherches sur l'astronomie. Oh bien, ce n'est pas de la véritable astronomie, c'est plutôt l'utilisation des connaissances de l'astronomie à la reconstitution des climats passés.
Les préhistoriques, qui étaient tributaires du milieu et donc du climat, en étaient-ils aussi esclaves? Étaient-ils asservis au changement climatique? Et à ce moment-là, les changements de climat déterminaient-ils les changements de civilisation? L'astronomie de position, la reconstitution des conditions orbitales de la Terre, peut descendre jusqu'à la journée. Et c'est probablement la plus précise de toutes nos approches de situations passées. Les grandes découvertes sur l'évolution de l'espèce humaine fonctionnent souvent sur le même schéma. Quelque chose intrigue et un squelette est mis à jour, on vérifie d'abord avec les armes de l'archéologie classique, géologie, stratigraphie et microfaune, puis on recourt aux datations absolues. Dans les grottes de Kavzeh et Kebara en Israël, deux systèmes de datation absolue, la thermoluminescence et la résonance paramagnétique électronique, ont été employés sur des matériaux identiques. Les résultats très voisins obtenus par les deux méthodes ont ainsi confirmé l'une des hypothèses les plus troublantes de la fin du siècle. Les données que nous avons recueillies au Proche-Orient ont permis de bouleverser un peu le schéma traditionnel des données de la préhistoire, tel qu'il était perçu à travers les documents recueillis en Europe pendant longtemps. C'est-à-dire des Néandertaliens ayant occupé l'Europe entre moins 80 000 ans jusqu'à moins 35 000 ans, auxquels avaient succédé des hommes modernes à partir, disons, de moins 32 000 ans, moins 35, moins 32 000 ans. Qu'est-ce que c'est l'homme moderne? Qu'est-ce que l'homme moderne? Vous êtes un homme moderne, monsieur. Et l'homme de Néandertal? Lui, il avait aussi un gros cerveau, mais la cavité cérébrale, la partie cérébrale était organisée autrement qu'elle ne l'est actuellement. Les parois crâniennes et les os en général étaient très épais. Et les superstructures, ce que nous appelons les superstructures, étaient très développées. Alors comment ça s'est passé pour Kebara? Eh bien, nous sommes allés plusieurs fois sur le gisement, placer des dosimètres, récupérer des silex chauffés. En tout, nous en avons daté une trentaine et montré que le niveau donc mousserien de la base, qui contenait l'homme de Néandertal, était vieux d'environ 60 000 ans. Ce résultat montrait donc la présence de l'homme de Néandertal à une période relativement récente du paléolithique moyen. Il nous a paru alors intéressant de dater le gisement de Kavzeh qui a livré les vestiges d'hommes modernes archaïques. Dans ces niveaux, il y avait de nombreux foyers riches en silex chauffé et nous avons pu en dater une vingtaine qui ont donné un âge moyen de 93 000 ans. Ces résultats montraient que les hommes modernes sont apparus anciennement au Proche-Orient, peut-être même avant l'homme de Néandertal. Dans un premier temps, Hélène Valadas donc, a fait des datations par thermoluminescence à partir de silex brûlés provenant de la fouille de Kavzeh. Évidemment, ça a demandé du temps puisque ce sont des méthodes qui sont assez longues, assez lentes, et le résultat a été 95 000 ans. Certains spécialistes avaient quand même, disons, déjà encore des hésitations en disant mais c'est un système de datation, est-ce que c'est vraiment fiable, etc. Alors, il y a eu une autre série de datations qui a été faite aussi à partir de la méthode de l'électron-spin-résonance, et ces datations ont donné exactement les mêmes résultats.
On sait maintenant qu'au Proche-Orient, l'homme moderne a précédé l'homme de Néandertal. À Montélimar, la municipalité décide de créer une zone industrielle. Les travaux engagés laissent entrevoir un site archéologique très important. Ils sont alors suspendus et une course contre la montre s'engage pour sauver ce qui peut l'être. C'est une situation aujourd'hui courante, elle a même pris un nom. C'est l'archéologie de sauvetage. Une structure de synthèse, composée de 2 archéologues, l'un venant des sciences humaines, l'autre des sciences naturelles, et tout autour d'eux des dizaines de spécialistes, tentent de construire ensemble une interprétation plausible malgré l'urgence. Une fouille moderne, c'est une fouille qui a une problématique. Et ça, je crois, c'est ce qui change considérablement les choses par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'on fouille plus pour fouiller. La fouille n'est pas un but en soi, mais elle s'inscrit, elle a un sens que si elle s'inscrit dans quelque chose de plus large, de plus intéressant. Le site ici va nous permettre de restituer une partie du paysage qui est propre à ce site, à l'implantation néolithique qui était là, mais par le fait que l'on travaille sur tout un territoire qui va des Préalpes du Sud à la vallée du Rhône, on va pouvoir reconstituer non pas un point et parler sur un point, mais sur toute une géographie. Voilà un tout petit charbon de bois. Il en faudrait des quantités, nombre, un très grand nombre. Oh, c'est infiniment trop petit. Alors, s'il n'y a pas de charbon de bois, est-ce qu'il y a des os? Ça, pour les os, il y en a. Ah ben alors, vous arriverez plus facilement à trouver l'échantillon suffisant avec des ossements, je pense. Et puis, de toute façon, les ossements sont quand même, en général, plus faciles à utiliser. Kevin, quelle est votre spécialité? Je suis ingénieur au CNRS et je suis responsable du laboratoire de radiocarbone à l'Université de Lyon. Ma spécialité, c'est de faire des datations par le radiocarbone. Plus communément appelé Carbone 14. Frédéric, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors moi, j'étudie la céramique du site de Montélimar et la céramique en général, en tout cas pour le néolithique du sud de la France. Là, je suis en train de prélever des échantillons micromorphologiques dans une fosse du bronze final. Il s'agit de faire des petits blocs de terre qu'on enrobe de bandes plâtrées pour garder la structuration du sol. C'était bien le même phénomène qu'en B, c'est-à-dire que c'est pas du tout ce qui apparaît évident à l'œil comme étant des structures fermées, mais c'est le contraire. Ce qui apparaît des structures ont en fait le sol en place. Tout ça, c'est très complexe. Comment on s'y retrouve au final? Et on s'y retrouve en essayant d'harmoniser les résultats d'abord, et ensuite de ça, de les comparer et de provoquer un échange entre les différents spécialistes pour qu'ils arrivent à produire une interprétation et une synthèse commune. C'est le rôle de l'archéologue dit généraliste, terme que je n'aime pas beaucoup, mais qui est celui de coordonner et de mettre en situation les différents spécialistes pour arriver à échanger et arriver à comparer leurs résultats. L'archéologie, c'est une science qui est à la charnière entre les sciences humaines et les sciences naturelles. Le concept, ce serait cette charnière-là, qu'on
on n'est jamais ni complètement d'un côté ni complètement de l'autre. Il faut être à la charnière des deux si on veut tout comprendre. Par ce biais-là, on élargit la gamme d'informations d'une façon énorme. La compréhension qu'on a eue sur l'espace dans la moyenne vallée du Rhône, sur à la fois les notions de paysage, de transformation des paysages par l'homme, et sur les notions d'implantation des habitats et des types de sociétés, les deux se corrèlent tellement bien qu'on arrive à approcher une partie de la société qui me semble qu'on n'approchait pas aussi bien avant.